À la une de l'actualité, le vice-premier ministre portugais Paulo Portas est rentré dans son pays après une visite de 24 heures en Côte d'Ivoire. Il en ressort la signature de conventions entre les gouvernements ivoiriens et portugais, notamment dans le domaine de l'éducation. Lancement de l'édition 2015 de la Fête de la musique. Cette 22e édition va enregistrer des concerts éclatés aussi bien à Abidjan que dans plusieurs villes du pays à partir de ce 18 juin. Et ce sera l'apothéose le 21 juin, jour de la Fête de la musique. À quelques heures de la signature d'un accord de paix au Mali, le groupe d'autodéfense Touareg qui avait pris la ville de Ménéka a décidé de se retirer à compter d'aujourd'hui pour montrer sa bonne volonté à aller à la paix. Bonjour à vous et merci d'être avec nous sur RTI 1 pour ce nouveau point de l'actualité. Fin du séjour en Côte d'Ivoire du vice-premier ministre portugais. Paulo Portas a quitté Abidjan dans la soirée d'hier après un séjour fructueux qui enregistre notamment la signature de conventions entre les gouvernements ivoiriens et portugais, notamment dans le domaine de l'éducation. Et le port autonome d'Abidjan a saisi cette rencontre entre le Portugal et la Côte d'Ivoire pour présenter les opportunités d'affaires qu'il offre. Les atouts du port ont donc été présentés aux investisseurs portugais. Maïsako. Par cette visite guidée, le vice-premier ministre du Portugal a exprimé la volonté de son pays de participer au sursaut économique de la Côte d'Ivoire. En compagnie du Premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan, du ministre des Transports Gaoussou Touré, du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle Moussa Dosso, Paulo Portas a passé au crible les principaux compartiments du port autonome d'Abidjan, une institution bâtie sur 1800 hectares de terrain, dont 1000 hectares de plans d'eau et 800 hectares de plans terrestres. Elle comporte entre autres le port commercial, les ports de pêche artisanale et industrielle et plusieurs terminaux. Le port autonome d'Abidjan a déjà réalisé cette année 21 800 000 tonnes de trafic contre 21 400 000 tonnes en 2014. Il représente 90% des échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire, 60% des recettes douanières ivoiriennes et 40% du produit intérieur brut de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'infrastructure a généré depuis sa création en 1950 55 000 emplois directs et indirects. Les responsables du port autonome d'Abidjan envisagent de mettre en œuvre plusieurs projets, dont notamment le développement de la fluidité portière à travers la création de voies alternatives en vue de décongestionner l'accès au port, l'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi, ainsi que la construction d'un deuxième terminal à conteneurs d'ici 2018. Tous ces atouts et projets du port autonome d'Abidjan ont été présentés au vice-premier ministre du Portugal, Paulo Portas, accompagné par des hommes d'affaires portugais prêts à œuvrer pour le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et leur pays. Avant donc de quitter Abidjan, le vice-premier ministre portugais et le premier ministre ivoirien ont présidé la deuxième commission bilatérale ivoiro-portugaise. Cette commission bilatérale a été l'occasion de la signature de conventions entre les deux gouvernements. Christelle Ménan. Près de 12 ministres réunis autour de la table ce 18 juin au cours de cette deuxième commission bilatérale ivoiro-portugaise. Face à eux, une délégation portugaise conduite par le vice-premier ministre Paulo Portas. Cette commission bilatérale a été l'occasion d'explorer des pistes de coopération économique, mais aussi de signature de conventions. Le Portugal est en pleine relance économique, ce qui fait dire à son vice-premier ministre que ce réchauffement des relations ivoiro-portugaises arrive à point nommé. La situation financière s'est considérablement améliorée et le Portugal a récupéré son indépendance financière. Et je crois que c'est le bon moment, Monsieur le Premier ministre, pour anticiper nos relations, signer plus de mémorandums. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan se réjouit de l'intérêt accordé à la Côte d'Ivoire et espère le retour de l'ambassade portugaise à Abidjan, ainsi qu'un accroissement des échanges commerciaux. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous souhaitons vraiment renforcer cette coopération et que Abidjan et la Côte d'Ivoire restent un point d'entrée important pour les entreprises, portugaises en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest. Après 3 accords signés en mars dernier à Lisbonne, une 4e convention liée à l'éducation a aussi fait l'objet de cette commission bilatérale. Nous souhaiterions bénéficier de la coopération des Portugais, surtout dans le domaine du numérique.
Parce qu'il faut savoir que depuis 2 ans, nous enseignons les TIC à l'école et les entreprises portugaises veulent proposer du matériel informatique, des tablettes, des méthodes pédagogiques afin que nous puissions améliorer notre système éducatif. La construction, l'énergie, les TIC, de même que la santé, sont autant de secteurs qui intéressent le Portugal. Vous savez que nous préparons d'arrache-pied le début de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle et tout ce qui va concerner les volets pharmaceutiques, tout ce qui va concerner les volets laboratoires nous intéresse. Et je pense qu'il y a des opportunités avec le Portugal. Plus de 20 entreprises ont été recensées dans le sillage du vice-premier ministre portugais pour cette visite officielle de 24 heures en terre ivoirienne. Restons dans le domaine de la coopération, cette fois entre la Côte d'Ivoire et la Norvège. L'Union des enseignants de la Norvège vient de faire un don en matériel informatique au syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire. Ces enseignants ivoiriens vont pouvoir se familiariser à l'outil informatique et s'ouvrir au monde grâce à Internet. Herman Yamia. Des ordinateurs, des imprimantes, des onduleurs et des clés Internet composent le don de l'Union des enseignants de la Norvège au syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, SNEPSI. À travers ce don, l'Union des enseignants de la Norvège veut soutenir les enseignants de Côte d'Ivoire à se doter d'outils modernes de communication pour faciliter les échanges avec le reste du monde. Réceptionné par le secrétaire général national du SNEPSI au cours d'un séminaire sur la communication, Paul Nielou a précisé que ces matériels informatiques sont destinés aux 13 sections régionales de sa structure. Ils vont permettre, selon lui, de mettre en réseau le bureau exécutif national et les sections régionales en vue de faciliter la communication. C'est par la communication que nous faisons passer le message à nos camarades. Ce sont des éléments importants, mais nous ne savons pas les utiliser. Et donc, ce serait l'occasion pour le formateur de montrer à nos camarades comment ces outils modernes, ces outils nouveaux vont être utilisés. Cette remise d'équipements informatiques est la deuxième vague d'ordinateurs que l'Union des enseignants de la Norvège remet au SNEPSI. Déjà en juin 2014, l'Union a remis 9 ordinateurs avec des imprimantes à 9 sections régionales du SNEPSI. Cette coopération vieille de 15 ans a aussi permis au SNEPSI de bénéficier de la rénovation et de l'équipement de son siège et également de financement pour sa séminaire de formation. Représentant le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kouyaté Abdoulaye s'est félicité de cette coopération qui porte des fruits. Il a donc invité les bénéficiaires à faire bon usage de ces équipements qui leur permettent d'être à l'ère des technologies de l'information et de la communication. Comment résoudre le problème de l'inadéquation formation-emploi en Côte d'Ivoire? Un programme d'immersion en entreprise des acteurs de la formation professionnelle et technique semble être une solution. Le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle et la Chambre de commerce européenne ont signé un accord de partenariat dans ce cadre. Barakissa Bamba, Chantal Akandon. Le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, CIDFOR, se donne les moyens d'assurer la question de la formation-emploi. Il prévoit ainsi renforcer les capacités des professeurs de l'enseignement professionnel et technique. Une convention de partenariat a été signée en vue de mieux outiller les étudiants à répondre aux attentes des entreprises. Le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle et la Commission éducation-formation de la Chambre européenne de commerce, Eurocham, s'engagent pour un enseignement de qualité. L'impact immédiat, c'est que ça va permettre aux enseignants de renforcer leurs capacités, d'actualiser leurs techniques de travail. Et donc, c'est important pour nous parce qu'ils iront dans ces entreprises-là, ils vont se perfectionner et ils pourront ensuite le transférer aux apprenants sur le terrain. La Commission éducation-formation de la Chambre européenne de commerce, Eurocham, veut ainsi rehausser la valeur des diplômes délivrés par les établissements ivoiriens. Le premier constat, si vous voulez, que nous, chefs d'entreprise, faisons, c'est que la valeur des diplômes qui est accordée aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne correspond pas aux attentes des entreprises. On s'attend à mieux. Le deuxième constat, c'est qu'il n'y a pas de passerelle entre le monde de l'éducation, de l'enseignement et l'entreprise. L'adéquation entre la formation et les compétences recherchées en entreprise nécessite un système d'enseignement de qualité. Cette démarche
entre le CIDFOR et l'Eurocham est ainsi salué à sa juste valeur par Kipea Kone, représentant le ministre d'État de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. L'Association des sociétés africaines de l'électricité et l'Agence française de développement s'unissent pour plus d'efficacité. Ils vont ensemble financer la formation de tous les acteurs du domaine de l'électricité en Afrique et aussi réhabiliter les infrastructures électriques. Le reportage de Herman Yamia. Selon l'Association pour le développement de l'énergie en Afrique, ADEA, en 2010, 57% des foyers africains n'avaient pas accès à l'électricité. C'est donc pour remédier à cette situation que l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, ASEA, et l'Agence française de développement, AFD, ont signé un accord. Cette signature de convention vise à financer le projet de création du réseau africain des centres d'excellence en électricité, ce qui va permettre de renforcer les capacités et de former les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'électricité. Pour les deux signataires, ce partenariat sera d'un apport bénéfique pour l'Afrique, étant donné que ce continent connaît des difficultés dans le domaine énergétique dues à l'insuffisance d'infrastructures et de manque de qualification de la main-d'œuvre. L'idée, c'est de mettre tous ces centres de formation en réseau, en s'appuyant notamment sur les excellents centres, de profiter des bons formateurs, des bons programmes de formation et d'améliorer le tout dans l'ensemble des pays africains. C'est un financement de 3 millions d'euros en subvention qu'accorde l'Agence française de développement, qui est complété par un financement de la Banque africaine de développement d'environ 10 millions d'euros et tout cela va être complété par des financements des sociétés d'électricité elles-mêmes. Aujourd'hui, on a tant de problèmes d'équipement que des problèmes humains. C'est fort de cela que l'AFD a accepté de nous accompagner dans ce projet qui est une mutualisation des moyens de formation existants pour faire un réseau de centres d'excellence. Cette signature de convention entre l'Agence française de développement et l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique a été possible grâce au concours de la Banque africaine de développement BAD. Le 16 juin dernier a marqué la journée de l'enfant africain. La Côte d'Ivoire, elle, a choisi de la commémorer hier, jeudi 18 juin. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant appelle à la responsabilité des parents sur la question du mariage des enfants. Moussa Konaté. La 25e édition de la journée de l'enfant africain met l'accent sur le mariage des enfants, un phénomène répandu en Afrique subsaharienne. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, plus de 140 millions de filles, dont 50 millions de moins de 15 ans, seront mariées entre 2011 et 2020. La situation inquiète, il est donc temps d'agir pour inverser la tendance. Cette journée amène ainsi une réflexion sur le statut des enfants dans nos sociétés, en particulier des filles. Qui dit mariage des enfants, dit perdre son statut d'enfant. Qui dit mariage des enfants, dit grossesse précoce et non-scolarisation. Qui dit fille-mère et exclusion scolaire, dit mortalité maternelle, faible niveau d'instruction, perspective d'intégration économique et sociale limitée. Le bien-être des enfants, une priorité pour tous. La Côte d'Ivoire, comme d'autres pays africains, est également touchée par le fléau du mariage des enfants. La ministre Anne-Désirée Ouloto appelle à la responsabilité des parents. La loi en Côte d'Ivoire dit que pour se marier, il faut être majeur. Donc, il faut atteindre la majorité des enfants. Il n'est pas concevable que des enfants soient retirés de l'école, n'est-ce pas, et obligés d'aller se marier. La journée de l'enfant africain est célébrée le 16 juin de chaque année. Une célébration en mémoire du massacre d'enfants à Soweto, en Afrique du Sud, en 1976. C'est aussi une occasion de faire le point sur la situation des droits des enfants et engager des actions afin d'assurer davantage le mieux-être de cette frange vulnérable de la population. Les femmes du réseau Paix et Sécurité de la CEDEAO ont élaboré un agenda commun. Ces femmes, en particulier celles de la Côte d'Ivoire, entendent ainsi participer à des élections apaisées. Armand Boui, Mamadou Kwasi. Le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO a eu la main heureuse. Son projet de renforcement du leadership des femmes et leur participation aux décisions a abouti à la mise en place d'une alliance, structure qui devra exécuter un agenda commun.
3 jours de travaux ont permis d'obtenir ces résultats avec la contribution des femmes de divers secteurs d'activité et de plusieurs structures de la société civile et de formation politique. Mais aussi avec l'apport des délégués étrangers qui ont évoqué plusieurs expériences pour aider la Côte d'Ivoire à avoir des élections apaisées. Les différentes expériences que nous avons eues dans certains pays comme le Togo, la Guinée-Bissau, le Sénégal, qui a conduit à des élections apaisées et crédibles. C'est ce que nous voulons partager ici avec nos sœurs, mères et jeunes aussi de Côte d'Ivoire. L'initiative du réseau bénéficie de l'appui des organismes des Nations Unies et de plusieurs représentations diplomatiques. À l'occasion, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a égrené les actions du gouvernement en faveur des femmes. Elle a profité pour prodiguer des conseils et promis de tenir compte des résultats. Je souhaite que tout cela soit véritablement adopté par toutes les fêtières d'organisations féminines, politiques, du Forum des femmes politiques, des partis politiques. Mais tout cela, il faut, de façon complice, le mettre en œuvre. Est-ce que vous êtes prêts à ça? C'est maintenant qu'il faut être visible dans les états-majors de campagne de vos différents partis politiques. C'est maintenant qu'il faut être incontournable et qu'il faut être sur le terrain. La mise en œuvre effective de l'agenda est soumise à l'élaboration d'une charte de fonctionnement, d'un protocole d'entente et d'une feuille de route. La Fondation Solidarité pour tous s'engage auprès des populations de Mahapleu dans le département de Danané et ce sont les femmes qui ont été les bénéficiaires de cette campagne de lutte contre la pauvreté. Thomas Guessambi. L'autonomisation de la femme, une des voies de lutte contre la pauvreté, surtout en milieu rural. C'est cette voie qui accueille les pas de Solange Mabry dans les contrées de Mahapleu, sous-préfecture de Danané. À la rencontre des femmes de la coopérative Isokale qui ont souhaité qu'elle soit des leurs le temps d'un week-end de retrouvailles. Solange Mabry, présidente fondatrice de Solidarité pour tous, y est allée avec des mots et des gestes. Des mots pour louer la bravoure des femmes, les encourager à persévérer dans le travail libérateur. Mais aussi des gestes de partage. Actualité politique oblige, l'épouse du ministre d'État Albert Mabry Touakeus en a profité pour encourager les femmes et leurs familles à adhérer à l'opération révision de la liste électorale de 2010. Achevé son périple de Mahapleu, Solange Mabry a procédé à la pose de la première pierre de l'école primaire de Matonguiné qui portera le nom de son époux. 40 associations de femmes s'unissent autour d'un seul objectif, renforcer la paix et la cohésion sociale dans leurs différentes localités. Chantal Akandon pour le point de leur rencontre à Dabo. Elles sont plus de 1000 femmes issues de 40 associations du Léboutou à ce rassemblement de la place Henri Konan Bédié. La paix, la cohésion sociale, la fraternité et le développement ont été célébrés. L'initiateur de la rencontre, Vincent Loès Esso, il a appelé à l'union et à l'entente de toutes les sensibilités, qu'elles soient politiques ou religieuses, pour ne pas rater le train de l'émergence promis par le chef de l'État pour l'an 2020. Car, selon lui, le développement n'a pas de couleur. Vincent Loès Esso a également demandé à ses sœurs venues de toutes les contrées à Djoukourou de faire bloc derrière Alassane Ouattara. Denise Djedje, au nom des 40 associations présentes de la place Henri Konan Bédié, a salué l'initiative de cohésion et de rassemblement de Loès Esso pour un Léboutou fort et engagé sur la voie du développement. Elle a invité ses sœurs au travail et à la solidarité autour du chef de l'État Alassane Ouattara pour lui permettre d'achever les grands chantiers de développement qu'il a entrepris sur toute l'étendue du territoire national. Le bureau politique du PDCI RDA s'est réuni hier jeudi. Au cœur de la rencontre, le bilan des activités du secrétariat exécutif pour les 2 premiers trimestres de l'année 2015. Thomas Guessambi. Rencontre pour jeter un regard rétrospectif sur le fonctionnement du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est un grand nombre que les membres du bureau politique de ce parti répondent à la convocation d'Henri Konan Bédié, président du parti.
Au centre de la rencontre, le bilan des activités du secrétariat exécutif des 2 derniers trimestres de l'année 2015. Le secrétaire exécutif Maurice Kakougi-Kayue passe en revue le 5e congrès extraordinaire du 28 février dernier sur l'appel de Daoukro, la convention d'investiture du candidat du RHDP tenue le 25 avril dernier et les assemblées générales de la jeunesse du PDCI et de l'Union des femmes du PDCI. En appréciant le travail abattu par le secrétariat exécutif, le président Henri Konan Bédié appelle tout de même le parti à aller au bout de ses engagements. À présent que nous avons terminé l'organisation pratique de notre formation politique, nous devons engager le combat de la formation politique. Nous devons également nous pencher sur l'aspect financier de notre association. Une association comme la nôtre doit fonctionner grâce à ses recettes propres et singulièrement les cotisations de ses membres. La tâche immédiate, toutefois, outre l'inscription sur la liste électorale de ceux de nos militants qui ne sont pas encore inscrits, reste la mobilisation de nos militants pour qu'ils votent le président Alassane Ouattara. Nous devons nous rappeler que nous avons promis au président Alassane Ouattara de lui apporter nos voix. Il importe qu'il en soit ainsi pour que l'on sache que nous sommes des personnes de foi et de conviction. Soumis au bureau politique pour son appréciation, les points exposés, tout comme les appels du président du parti, ont reçu un quitus. À en croire le communiqué final lu par Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole du PDCI RDA, communiqué dans lequel une motion de félicitations au président Henri Konan Bédié et l'augmentation des membres du bureau de la délégation de 20 à 23 ont été cités. Une mission du Rassemblement des oufouettistes pour la paix RHDP s'est rendue à Saint-Fra dans la région de la Maraoué. Elle a procédé à l'installation du coordonnateur RHDP de la région. C'est Emilienne Bobby Assa, déléguée départementale du PDCI RDA, qui va conduire la coordination RHDP de Dembokro et faire gagner dans cette partie de la Côte d'Ivoire le candidat Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre. Installé par Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, militant du PDCI et élu aux élections régionales sur une liste RDA incarnant tout aussi bien le RHDP, la coordination est déjà à la tâche avec pour but de rassembler. Au cours de cette cérémonie, Jean-Louis Billon n'a pas manqué d'appeler les militants de Dembokro à maintenir la flamme de la mobilisation de cette ville, symbole pour les personnalités que sont Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. À Lakota, c'est Sami Méry, maire de la localité, qui a été choisi pour diriger la coordination départementale du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. La délégation qui a procédé à son investiture était conduite par l'ancien ministre Albert Kakou-Tiapani, qui avait à ses côtés le député Alphonse Soro. Selon Albert Kakou-Tiapani, le président Alassane Ouattara compte sur Sami Méry pour non seulement promouvoir le parti unifié qui va naître des cendres du RHDP, mais aussi pour rallier une écrasante majorité d'électeurs à sa cause lors du scrutin présidentiel d'octobre 2015. Le député Alphonse Soro a, lui, demandé aux partis politiques formant la coalition du RHDP à se fondre dans la coordination afin de faciliter la tâche aux coordinateurs. Idrissa Bamba, maire de la commune de Saint-Fra, a désormais sur ses épaules la lourde et exaltante responsabilité de coordonner les actions du RHDP dans le département de Saint-Fra en vue de la réélection du président Alassane Ouattara. Avec lui, 50 autres membres. Une casquette et des documents afférents, symboles de ces charges, lui ont été remis par Simon China, chef de délégation du RHDP assisté de Diabaté Lansini. Devant ses émissaires et devant un grand nombre de témoins, dont des cadres et chefs traditionnels, Idrissa Bamba a pris l'engagement de faire élire le candidat Alassane Ouattara au premier tour avec 85% des voix.
Pour y arriver, le nouveau coordonnateur veut commencer par sensibiliser les populations sur l'enrôlement en vue de la prochaine présidentielle et informer sur les grandes actions de développement du président Alassane Ouattara. La deuxième conférence des rencontres de l'économie verte et de l'environnement a traité de la question de l'agriculture face au changement climatique. Cette rencontre s'est tenue en prélude à la 21e conférence des partis sur le changement climatique de Paris. Jean-Jacques Ouaméala. Pesant pour 24% du produit intérieur brut au PIB et pour 53% des exportations, l'agriculture est le moteur de l'économie ivoirienne. Cependant, elle subit de plein fouet les effets néfastes du changement climatique. On a un effet très simple qui est mesuré depuis très longtemps en Côte d'Ivoire. Quelque chose que l'on suit, c'est le phénomène de El Niño. Et on se rend compte que El Niño, qui est un phénomène climatique, peut avoir des impacts jusqu'à moins 10% de production sur le cacao ivoirien. Constatez vous-même que les saisons sèches sont de plus en plus longues, que les saisons pluvieuses sont courtes, avec des périodes très fortes de précipitations, au point où le sol n'arrive plus à les absorber. Les incidences sont multiples, puisque vous avez des inondations, et même au niveau des plantations, vous avez également des glissements de terrain. Face à l'urgence, la mobilisation est de mise. Depuis 2012, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a initié les rencontres de l'économie verte et de l'environnement. Dénommé Programme Rêve, une plateforme d'échange en vue de familiariser toutes les parties prenantes au défi du changement climatique. Question pour elle de transformer ces défis en opportunités. Voilà qui justifie le thème de cette deuxième conférence du Programme Rêve, à savoir bâtir une agriculture durable et résiliente au changement climatique. Un problème climatique ne va pas donner un problème d'agriculture. On peut très bien produire mieux, différemment, en s'adaptant au changement climatique. Les résolutions de cette deuxième rencontre du Programme Rêve seront traduites par l'État de Côte d'Ivoire à la 21e conférence des partis sur les changements climatiques. Elle se tiendra en décembre prochain à Paris, en France. Direction la commune de Port-Bouët, c'est là que le ministre de l'Environnement est allé s'assurer du bon fonctionnement de l'incinérateur de déchets industriels, pharmaceutiques et spéciaux. Il a une capacité de 200 à 200 kg par heure. Adama Koné. La nouvelle va soulager les responsables d'entreprises produisant des déchets. Un four incinérateur de déchets industriels, pharmaceutiques et spéciaux existe désormais à Vridi, dans la commune de Port-Bouët. Il a une capacité de destruction de 200 à 250 kg/h. Une véritable machine pour la protection de l'environnement. On veut avoir un développement raisonnable et durable et c'est pour ça qu'on a investi dès le départ, il y a plus de 15 ans, dans un site écologique ici pour traiter nos déchets. Maintenant, avec la nouvelle installation qu'on a fait, on peut aller plus loin et on a quasiment triplé nos capacités, ce qui nous permet d'accueillir une grande partie des déchets. Le ministre Rémi Alakwadio s'est rendu sur les lieux à Vridi pour se rendre compte des performances de la machine. Il a exhorté tous les industriels à utiliser ce four afin de préserver l'environnement. C'est une véritable avancée pour la Côte d'Ivoire. Parce que l'un des défis pour les industriels, non seulement de produits, mais en plus, il faut gérer les déchets. Si chaque industriel devait investir à la gestion des déchets dangereux qu'il produit, cela pourrait quand même poser des problèmes en matière donc, de rentabilité. Cette société peut accueillir les déchets des autres industriels. Et c'est là la difficulté qui est en train d'être levée. Installé en avril 2015, c'est le premier four incinérateur moderne de la sous-région ouest-africaine. La musique à l'honneur du 18 au 21 juin. Des concerts éclatés sont prévus à Abidjan et à l'intérieur du pays pour cette 22e édition de la fête de la musique. Le ministère de la Culture a lancé les festivités. Serge Collier. Le ton de la célébration de la fête de la musique en Côte d'Ivoire est donné. La musique, facteur de rapprochement des peuples divers, étincelle de joie et de gaieté dans la vie quotidienne, sera ainsi magnifiée durant 4 jours, du 18 au 21 juin prochain. Tous les jours, à partir de 11h, il y aura des concerts. Et à partir de samedi, nous avons des concerts éclatés dans presque toutes les communes d'Abidjan. Musique, alliance interethnique et innovation technologique, c'est le thème de cette 22e édition. La musique de Baïs Pinto, la musique de Amédée Pierre, la musique de Mamadou Doumia, la musique de Alpha Blondy et tous les autres sont des musiques dansées par l'ensemble des Ivoiriens.
sont dansés également par toutes les populations qui vivent dans notre pays, sans que forcément les uns et les autres ne comprennent les langues qui sont les supports de cette musique. Et donc, par cet exemple-là qu'offre la musique, nous voulons amener les Ivoiriens à savoir qu'ils sont un, qu'ils partagent beaucoup de choses en commun. Le ministère de la Culture et de la Francophonie a réaffirmé à l'occasion sa volonté d'aider les faiseurs de musique à vivre pleinement de leur art. La fête de la musique a été initiée en 1982 par le ministre français de la Culture de l'époque, Jack Lang. Elle est célébrée dans le monde entier tous les 21 juin. À quelques heures de la signature d'un accord de paix au Mali, les autorités maliennes veulent montrer leur bonne volonté afin d'éviter toute mauvaise surprise. Après une discussion avec la médiation et les partenaires, le groupe d'autodéfense Touareg qui avait pris la ville de Ménéka a décidé de se retirer à compter d'aujourd'hui, vendredi. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de rester avec nous sur RTI1.